j'étais élève de 3e année à l'école centrale, et un jour, en passant dans un couloir, je vois une affiche, une petite affiche qui disait les élèves qui souhaiteraient poser leur candidature à une bourse d'études aux États-Unis, à MIT en fait, bien vous vous adressez à tel, etc., etc. Alors, j'ai été attiré, les États-Unis m'intéressaient, et je me suis dit pourquoi pas. Bon. Alors, j'ai posé ma candidature. En fait, je n'étais pas le seul, évidemment. Et un petit peu à ma grande surprise, j'ai eu la bourse. Bon, en fait, nous étions 2 à l'avoir, mais j'ai eu cette bourse. Et puis, une fois que je l'ai eue, c'était fort bien. C'était une bourse d'études pendant pas un an complet. C'était 2 terms. Mais il fallait y aller, il fallait le voyage. Et là, on m'a indiqué, m'a dit, bah, écoutez, c'est très simple, maintenant vous avez la bourse, mais vous allez avec ça voir la commission franco-américaine Fulbright, qui était et qui est toujours, je crois, rue Chardin. Alors bien, j'y ai été, et puis bon, effectivement, sans trop de difficultés, j'ai obtenu une bourse de voyage. Voilà. Et puis après ça, bien sûr, j'ai fait toutes les formalités, j'ai obtenu mon visa. Encore, comme je disais, c'était amusant parce que la chose la plus importante, c'était de jurer qu'on n'assassinerait pas le président des États-Unis. C'était en 1959. Le dernier président qui avait été assassiné, il y avait déjà un petit moment, mais on se méfiait des étrangers, et donc, je jurais que je ne l'assassinerais pas. C'est d'ailleurs, j'ai tenu mon serment, et puis j'ai eu ma bourse de voyage. C'était mon premier contact, je n'avais jamais été aux États-Unis, j'étais intéressé par les États-Unis parce que j'avais lu beaucoup de littérature américaine, et ça me plaisait d'aller, en particulier d'aller à MIT, ça me plaisait parce que je me suis dit, ah bah là j'aurai l'occasion d'aller voir les endroits que j'étais connus par la littérature, que ce soit plusieurs, enfin en particulier même Melville qui était pas loin. Bon. Il se trouve que j'ai été longtemps après aux États-Unis, puis enfin, ben, je n'ai jamais vu cet endroit. Nous étions arrivés, je crois, c'était dans les premiers jours de septembre 59, peut-être, je ne sais plus, les premiers jours. Et ça serait facile de retrouver exactement la date du Labor Day, mais c'était les premiers jours de 59. Et donc c'était encore la grande chaleur. C'était pris un bateau, parce que pour un étudiant à l'époque, il n'était pas question de faire autre chose que d'y aller en bateau. J'avais donc pris le Queen Elizabeth à Cherbourg. Et puis c'était évidemment en 3e classe, mais c'était tout à fait intéressant. Il y avait des choses nouvelles sur le bateau, sur un bateau anglais, comme en particulier par exemple avoir les Elevances. Ça c'était quelque chose qu'évidemment on ne connaissait pas. Bon, et puis c'était intéressant. Et puis au bout de, je crois, je me souviens maintenant, c'était 4 jours et demi, quelque chose comme ça. Nous arrivons en vue de New York, le temps était brumeux. Et moi, j'étais évidemment à la proue du bateau pour essayer de voir les gratte-ciel, etc. Et puis, bon, je ne voyais rien toujours. C'était un peu brumeux. Et puis tout d'un coup, je lève la tête, et puis les gratte-ciel étaient déjà là, mais beaucoup très haut. Je les cherchais à l'horizon, et ils étaient déjà là. Bon. Et donc c'était tout à fait impressionnant. Et puis après ça, ben, on arrive, à l'époque il y avait tous les piers qui étaient sur le Hudson River. Et donc on s'installe là, il faut toutes les formalités de débarquement, etc. Et puis il faisait chaud. C'était Labor Day, mais Labor Day c'était au début septembre cette année-là. Et il faisait vraiment déjà très chaud. Et puis on débarque, là je mets le pied sur le sol des États-Unis, au bord de Hudson River,
Et puis la première chose, c'est fait, ben, maintenant ben, il faut trouver un endroit dont on m'avait indiqué pour coucher. Ben, écoutez, allez au YMCA. Alors j'avais au YMCA avec deux ou trois camarades qui étaient avec là. Nous allons au YMCA sur la 34e rue. Peut-être est-il toujours là. Bon. Bon, le YMCA de la 34e rue, qui était propre, mais c'est tout ce qu'on peut dire. C'était pas luxueux. Et donc, voilà, nous avons pris nous sommes restés là pendant quelques jours. Et puis, se promener un petit peu dans New York. Voilà, c'est pas, et voir des choses qui étaient différentes. Nous, après quelques jours à New York, nous avons pris le train à Grand Central pour aller jusqu'à Boston. Et puis, une fois à Boston, alors là, je ne sais plus exactement dans les circonstances, on nous avait sans doute indiqué, ou peut-être j'avais des plans. Bon, et arrivé à la gare à Boston, nous nous sommes mis en quête de MIT, alors qui était effectivement de l'autre côté de la rivière, de la Charles River, et nous sommes partis à pied, j'imagine, oui. Et nous avons trouvé le MIT, qu'on ne peut pas manquer parce que c'est une structure imposante. Et là, nous avons été, parce que évidemment c'était, je suppose toujours, fort bien organisé, il y avait un bureau spécial pour l'accueil des étudiants. Bon. Et donc nous avons été là, et la première chose à faire, c'était de trouver un endroit où coucher. Alors là, c'était très simple, on nous a indiqué un numéro sur Mass Avenue, arrivé tout près de Harvard Square. Et alors là, nous avons trouvé une maison qui était beaucoup plus avenante. Et c'était dans le style tout à fait, on l'a su après, le style Nouvelle-Angleterre, c'était des clapboard houses, c'était très. Et donc là, c'était une brave dame qui vivait là et qui louait des chambres à des étudiants. Alors bon, on partageait une cuisine et puis il y avait des chambres, etc. Voilà. Donc c'était suffisant pour coucher, mais enfin c'était pas le grand luxe non plus. Bon. Arrivé là dans cette truc, alors là, maintenant nous savions où nous allions coucher. Et il fallait retourner à MIT pour faire toutes les formalités d'inscription. Bon, donc ça s'est passé très bien. Je n'ai gardé aucun souvenir particulier, donc je pense que ça s'est passé très bien. Et puis bien sûr, la chose importante, c'est d'aller à la Harvard Coop. La Harvard Coop, il y avait une branche qui était de MIT, c'était la grande coopérative étudiante. Et là on ne pouvait pas vivre à Cambridge sans être inscrit à Harvard Coop, parce qu'il y avait tous les livres, tous les objets, les chemises, enfin tout. Et donc là, comme je disais, c'est amusant parce que c'est quelque chose que je retiens encore, mon numéro d'inscription, 36494. Mais alors pourquoi 36494, c'était quelque chose que automatiquement on le disait tout le temps, j'ai dû le dire tellement souvent que je m'en souviens encore. J'étais bon élève d'anglais au lycée. Bon, donc j'avais été, non, j'étais bon élève, quoi. Bon, j'étais premier en anglais, et j'avais lu beaucoup en anglais. Je lisais beaucoup des auteurs, en particulier souvent américains. Donc l'anglais, pouvoir m'exprimer à peu près, ça, je n'avais pas l'habitude de parler. Bon, et de comprendre encore moins. Bon. Mais bon, donc l'arrivée là, ben, ça a été un petit peu difficile au début, c'est vrai, disons-le. Mais en particulier, par exemple, dans les cours, apprendre à écouter. Bon. Et puis, bah, finalement, c'est venu, même, je dirais, assez vite. Mais je n'ai plus gardé de souvenirs de difficultés angoissantes, mais il est clair qu'au début, je ne parlais pas aussi bien que j'ai parlé par la suite.
Des différences, il y en avait beaucoup. Bon. Alors, je venais de l'école centrale des arts et manufactures, comme on disait, comme on ne dit plus maintenant. Bon, mais j'étais donc ingénieur des arts et manufactures. Et il y avait des cours donnés par des professeurs, certains tout à fait vénérables, mais c'était très, je dirais presque un enseignement un peu vieillot. Bon, il y avait en particulier, par exemple, en physique, on n'enseignait pas la mécanique quantique. Bon, il y avait des cours de chemin de fer, des cours extrêmement bizarres et qui n'avaient rétrospectivement, qui n'avaient pas grand intérêt pratique, quoi. Bon. Mais voilà, alors les cours, on allait aux cours, dans les amphis, on donnait une carte de présence, parce que l'assiduité était notée, et puis voilà, le professeur faisait son cours, en général, pour certains, dans un chahut tout à fait, et puis il s'en allait. On allait à la bibliothèque, qui était une merveille. À la bibliothèque de MIT, il y avait une vingtaine de livres. Bon, donc tout le monde pouvait lire, on lisait, et puis le cours, ou bien il faisait un petit peu de cours un petit peu magistral, mais beaucoup c'était aussi des questions des étudiants qui disaient « moi j'ai lu ça », et donc ça se passait en interaction à peu près constante. Avec une partie truc, mais on ne passait pas son temps à gratter des notes. Il y avait des livres, bon, on écrivait aussi, mais enfin, et ça c'était, et puis surtout, il y avait ce système qui n'existait évidemment pas, je ne sais pas si ça existe maintenant, il y avait ce système de office hours du professeur. Donc il avait son bureau, qui était pas loin, dans les couloirs de MIT, et à une heure donnée, la porte était ouverte et on pouvait entrer, s'il y avait quelqu'un, on attendait, et puis lui poser toutes les questions qu'on voulait. L'idée, ça, c'était surréaliste. L'idée ne serait jamais venue en France de pouvoir aller poser une question à un professeur. C'est-à-dire, je n'ai jamais posé de question à un professeur à l'école. Bon, mais ça, c'était, voilà, alors ça, c'était. Et puis alors il y avait les examens, il y avait des quiz, il y avait des trucs, et puis il y avait toute une partie où on pouvait prendre des cours extracurricular. C'était même recommandé, mais c'était pas obligatoire. Donc alors, bon, moi j'avais pris un cours en psycholinguistics qui était intéressant, avec un jeune professeur qui a fait sa carrière depuis après, mais c'était bon, tout ça c'était, je dirais, peut-être même sans exagération, c'était une source d'émerveillement constante. Bon, tout était différent, et différent dans le bon sens du terme. Alors, avec les étudiants américains, je dois reconnaître qu'il y avait finalement assez peu de contacts. On se rencontrait dans les cours, etc., mais ils avaient leur vie et nous la nôtre. Alors, avec les étudiants français, c'était un petit peu différent. D'abord, il y avait ceux que je connaissais, et puis surtout, il y avait ce système qui était rapidement compris, que les étudiants français qui s'en allaient repassaient des petits tuyaux à ceux qui venaient. Alors, comme par exemple le revendre la voiture. Bon, c'est comme ça que j'ai acheté une voiture, enfin que nous avons acheté à plusieurs une voiture. Bon, ou bien des petits trucs astucieux, comme par exemple, il y avait, mais peut-être que vous l'avez encore connu à Boston, il y avait quelqu'un qui était très célèbre, qui c'était Carl de Suse. Carl de Suse était un homme charmant, mais qui était le anchor d'une émission, la première émission le matin, du WBZ, qui était la chaîne locale à Boston. Et donc c'était le premier, et il était ultra connu, parce que ses premières émissions, c'était lui qui réveillait tout le monde, etc. Et alors il avait voyagé, il voyageait beaucoup,
et il faisait des travelogues, des conférences avec de la musique, avec des diapositives, et puis en parlant, il avait été en Afrique, il avait été, à l'époque c'était encore assez rare, il avait été en Union soviétique. Donc il faisait de ces conférences dans les associations, les églises, dans tout le Massachusetts et même les régions avoisinantes, dans les PTAs, etc. Et donc c'était le soir, il faisait ça. Comme il se réveillait de très bonne heure pour faire son émission, et qui faisait ces trucs, il avait une grande voiture où il chargeait tout son matériel, qui c'était pas comme ça, et donc il avait besoin de quelqu'un pour conduire la voiture, parce que en rentrant, il s'endormait. Bon. Et donc, c'était un étudiant, alors il s'est trouvé que c'était un étudiant français qui faisait ça, et je ne sais plus trop comment, mais c'est moi qui ai hérité de ce poste de conducteur. Alors c'était très bien, on le rencontrait chez lui, on chargeait le matériel dans la voiture, c'était une gigantesque voiture, et on allait dans tous ces endroits, dans les églises, etc. Moi, je déchargeais le matériel, j'installais tous les fils, le truc pour le son, la vidéo, etc., enfin les diapos. Bon. Et puis, pendant qu'il faisait sa conférence, moi, je travaillais dans une petite salle à côté. Quand on arrivait, j'ai oublié quand et comment, mais enfin, on s'inscrivait au consulat. Le consulat général, là. Bon, et qui était dans un endroit le plus charmant de Boston, là, sur Beacon Hill, là, qui était tout à fait comme. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Mais on était donc connus du consulat. Et donc, quand il y avait des conférences, des réceptions, en général, on était invités. Par exemple, il y avait. Je me souviens d'une conférence après de Stanley Hoffman, qui était évidemment... bon, et donc là, on était invités, j'y étais venu. Il y avait Mendès France, juste après, quand il a quitté le pouvoir, si on peut dire, et avait fait une conférence à Boston, dans le grand auditorium de MIT, qu'il avait eu un succès considérable. Enfin, il parlait évidemment très bien anglais avec un fort accent français, mais ça n'avait dérangé personne. Et donc après ça, il était invité, il y avait une réception au consulat général, et les étudiants, moi j'y avais été aussi, quoi. Bon, donc voilà, donc je l'ai vu. Je ne lui ai pas parlé, mais je l'ai vu. Bon. Donc le consulat général était un endroit où quand il y avait quelque chose, je me souviens un petit détail amusant, quand j'étais là, il y avait une des réceptions comme ça, et la femme du consul général, à l'époque, j'ai oublié, je ne sais même pas que est arrivée, toute excitée, en disant, mais voilà, elle venait de prendre l'avion, pour la première fois, c'était le premier avion à réaction. C'était un avion. Alors avant, le courrier, ça se passait par un avion à hélice, hein, mais là, la première fois, c'était un avion à réaction. C'était donc en 1960. Vraiment. Là, c'était un enseignement au niveau actuel de ce qui se passait en sciences. C'est-à-dire que, peut-être l'ai-je déjà dit, mais les gens dont on entendait parler dans le cours, on voyait leur nom écrit sur les portes dans les couloirs. Bon, c'était quelque chose, c'était tout à fait à la pointe de ce qui se faisait en sciences à l'époque. Donc c'était quelque chose, évidemment, qui n'avait pas de commune mesure avec l'enseignement que j'avais eu. Alors, oui, je dirais, j'ai essayé, mais quelquefois sans succès, parce que les étudiants français, il y a une chose qu'ils ne savent pas faire et qui leur fait peur, c'est de poser une question. Apparemment, ils ont toujours peur de poser la mauvaise question, d'avoir d'un peu ridicule, etc. Bon, il y a quelque chose d'amusant, c'est qu'en France, on voit bien, quand il y a n'importe quelle conférence,
les élèves se mettent au dernier rang. Les étudiants ou les jeunes gens se mettent toujours dans les derniers rangs, de peur d'être appelés au tableau, ou de peur d'avoir... Et surtout ne poser aucune question. Donc les gens qui sont au premier rang, c'est les vieillards, quoi, bon, et qui, eux, posent des questions. Donc j'ai essayé très souvent de faire poser des questions à mes élèves au dehors, sans grand succès. Sans grand succès, parce qu'ils ne savent pas faire, c'est poser une question, ils ont peur de poser une mauvaise question, ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de mauvaise question, mais il y a des mauvaises réponses. Mais donc, non, là, oui, j'ai essayé, mais je dois dire sans grand succès. En sortant des États-Unis, immédiatement, j'ai fait mon service militaire dans la marine, bon, donc pendant 2 ans, à l'époque c'était... Bon. Et puis après ça, j'ai passé une quinzaine d'années au CEA à Saclay. Et je faisais de la métallurgie physique. Donc c'était resté un peu dans le domaine métallurgique, je faisais de la métallurgie physique. Et puis petit à petit, je me suis intéressé. J'ai vu qu'il y avait des applications peut-être du côté sciences de la Terre. Et puis je suis passé du côté à l'Institut de physique du globe. Mais dans l'intervalle, j'avais fait une thèse. J'avais fait une thèse sur la physique des matériaux, etc. Et donc j'étais docteur d'État. Bon. Et quand je suis passé à l'université, l'Institut de physique du globe, bon, voilà. Mais simplement, à ce moment-là, je pouvais effectivement avoir des élèves, etc. Bon. Et puis, comment dirais-je, j'avais gardé, il est évident qu'à ce moment-là, je devais publier, faire des publications, etc. Et c'était automatiquement en anglais. Bon, donc j'ai écrit beaucoup à ce moment-là en anglais. Et j'avais des collègues américains avec qui j'ai gardé d'excellents contacts d'ailleurs après, mais un peu dans la même discipline. Et donc qui était... Bon, et puis le fait que j'ai été à MIT, ben, ils le savaient, ce n'était pas pour déplaire, mais ça veut dire que ça n'a pas... Mais ça faisait partie du pays. Et donc je pense que ça a dû être un peu utile quand par exemple, j'ai été... il y avait la grande association, l'American Geophysical Union, qui était donc il fallait en faire partie quand c'était automatique. Mais l'American Geophysical Union, il y avait sa grande messe qui était tous les ans. Alors au début c'était sur la côte est à Baltimore, puis après il y avait 2 séances par an, mais la séance qui m'intéressait le plus était au début sur la côte est, et puis après sur la côte ouest, à San Francisco d'ailleurs. Ça se passait à San Francisco pendant. Et donc au bout de quelques années, j'ai été élu Fellow of the American Geophysical Union, qui est quelque chose effectivement, c'est une élection qui est faite. Et là, je pense que MIT doit aider dans le curriculum vitae, ça doit aider. Effectivement, il y a quelques anecdotes amusantes qui frappaient par ce côté, comment dirais-je, d'hospitalité américaine. Bon, la première fois, on était parti en partant de Chicago, on était déjà en plein Midwest, je ne sais plus exactement l'endroit, mais il faisait la nuit était tombée, on traversait une petite ville quelconque, et puis on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'essence et qu'il faudrait mieux. Alors à ce moment-là, moi j'étais en général le porte-parole des autres, parce que j'étais sans doute plus à l'aise en anglais à ce moment-là, bon. Et je descends, mais alors là, comme la chose la plus naturelle du monde, c'est ça qui était rétrospectivement qui est étonnant. Je descends, il y a une cabine téléphonique, je sors un dime de ma poche, et je le mets, et je tombe, comme si, je ne sais plus si ça existe toujours maintenant, parce que je n'ai plus téléphoné aux États-Unis depuis bien longtemps, mais je tombe sur l'opératrice, et je lui explique, il dit voilà, bon, on est là, on est en fin de voiture, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, au lieu de me dire, écoutez, pourquoi vous me demandez ça à moi? Bon, elle me dit, ben, où êtes-vous? Ben, je regarde, je dis au coin de Elm Street et de Maple Street. Bon. Elle dit, bon, d'accord, et bien écoutez, vous continuez comme ça, vous tournez à droite, et puis vous allez trouver une station-service qui est évidemment fermée, mais je vais lui téléphoner, et puis il va descendre, vous ouvrez, vous donner de l'essence. Je dis, merci beaucoup, je raccroche, et elle me rend mon dime. Bon, donc ça, voilà. Donc, et ça a marché comme ça, on a eu l'essence. Alors, l'idée de téléphoner pour demander à l'opératrice des trucs, et puis que c'est elle qui nous a sorti de cet embarras. Alors il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, mais un autre exemple, c'était effectivement, dont vous avez parlé sans doute, c'était toujours plus en avant dans le Far West, là. C'était cette région, là aussi, c'était un étonnement, où on rendait la monnaie avec des dollars en argent. Donc on avait plein de dollars en argent dans la poche. À la fin, on se demandait si ça n'allait pas faire des trous. Quoi. Donc c'était ça n'existe plus évidemment, mais les dollars en argent, c'était normal. Et donc on arrive dans un petit patelin, dans un truc, on sort encore une fois, la nuit était tombée. On traverse cet endroit un peu comme on a vu, comme on voit dans les westerns, etc., bien désert, avec juste quelques troupeaux d'antilopes qui passaient de temps en temps. Et puis on voit une affiche, ranch, machin, j'ai oublié le nom, 10 miles à gauche. Bon. Elle dit, tiens, on va aller voir. Et alors, hop, on va voir. On s'arrête devant une espèce de ferme qui était avec des volets, mais d'où filtrait de la lumière. Et alors encore une fois, je descends, et puis je frappe à la porte. Quoi. Alors il y a une brave dame qui vient d'ouvrir, je lui explique qui nous sommes, et dit voilà. Elle dit, oh, ben entrez, elle appelle son mari, et puis elle sort de café, des petits biscuits, etc. Et puis on a parlé pendant une bonne heure. Ça a d'une certaine façon orienté toute mon existence. Quoi. Et les États-Unis ont toujours, d'ailleurs, à vrai dire, bon, je suis toujours abonné, parce qu'on s'était abonné, je suis toujours abonné au New York Times. Bon, et que je reçois dans ma boîte à lettres le matin, et que non, non, pas le, non, ça, le New York Times International, c'est beaucoup plus mince. Pas, non, je le reçois en boîte à lettres, et puis je le lis sur l'ordinateur aussi, si je veux, quoi. Non, non, ça fait partie de mon existence, quoi. Il n'y a pas de doute. J'ai rencontré ma femme, qui était américaine, dans une partie chez des amis, et la première chose dont nous avons parlé, c'était, bon, elle avait travaillé au Rand Institute, etc. Elle connaissait des noms. Moi, j'avais connu, parce que j'étais retourné pendant un an à Cornell University, bon, donc comme Research Associate. Donc, elle connaissait des gens. Et on avait la première chose, ce qui nous a mis ensemble après, c'était on parlait de Hans Bethe. Alors Hans Bethe, cet illustre physicien, etc., qu'elle avait fréquenté, qu'elle connaissait, que moi j'avais rencontré à Cornell, etc. Et donc c'est là qu'on a commencé à parler ensemble, et puis finalement nous nous sommes mariés il y a maintenant plus de 50 ans. Nous nous sommes mariés aux États-Unis parce qu'elle habitait à ce moment-là à Los Angeles, enfin ou à peu près. Et donc, c'était en 1970, en février 70, que là j'ai pris l'avion, puis on s'est marié à Santa Monica. Voilà. Et puis alors justement, c'était encore une occasion, parce qu'elle avait encore sa sœur à ce moment-là, parce que maintenant elle est morte et sa sœur aussi. Bon, elle avait encore sa sœur à ce moment-là, qui habitait New York. Et donc on allait la voir à Noël, ou etc. Donc c'était une autre occasion de plus de retourner aux États-Unis. Bon. Et donc, je ne compte pas le nombre de fois où je suis retourné aux États-Unis, bien sûr. N'hésitez pas à candidater pour une bourse Fulbright, parce que vous n'y trouverez que des avantages.